et bienvenue à l'émission Le savez-vous? Cette semaine à l'émission, vous en apprendrez davantage sur qu'est-ce que la maladie d'Huntington. Le savez-vous? La maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative aussi connue sous le nom de chorée de Huntington. Celle-ci est une maladie qui touche environ une personne sur 10 000. Cette maladie provoque la destruction des cellules de certaines parties spécifiques du cerveau, impliquées surtout dans le contrôle moteur. Cependant, la mort des cellules peut aussi provoquer chez les personnes atteintes de la maladie des changements au niveau des émotions et des fonctions cognitives. La maladie mène donc à plusieurs incapacités importantes et les symptômes varient d'une personne à l'autre en raison des différences de chacun. La famille de Kim lutte contre la maladie de Huntington depuis maintenant plusieurs générations. Le père de Kim a été diagnostiqué porteur de la maladie il y a de cela quelques années. La maladie chez mon père s'est déclenchée à l'âge de 32 ans. Cette maladie se manifeste par trois différentes catégories de symptômes, soit des troubles moteurs, des troubles cognitifs et des troubles psychiatriques. Au début de la maladie, les premiers symptômes sont des troubles moteurs avec des troubles cognitifs peu prononcés. Mon père ressentait une certaine agitation motrice qui était caractérisée par l'altération des mouvements volontaires et à ce moment, plusieurs décrivaient mon père comme étant une personne plutôt maladroite. Les troubles moteurs ont totalement limité les capacités fonctionnelles de mon père, ce qui a entraîné une difficulté à organiser certaines tâches ou à gérer de nouvelles situations. Ensuite sont apparus peu de temps après les troubles cognitifs avec un ralentissement progressif des processus mentaux. Mon père est devenu routinier dans ses activités de tous les jours avec une difficulté de rendement, de jugement, de communication, de prise de décision et d'attention. La diminution de ses capacités intellectuelles a mené à un état irréversible de démence. Il était complètement désorienté dans l'espace et dans le temps, avec des troubles de mémoire, de l'attention et du langage. Finalement, mon père a aussi eu des troubles de comportement. Il avait plusieurs changements d'humeur au courant d'une même journée et aussi des changements au niveau de sa personnalité. Il a subi une légère dépression avec irritabilité et beaucoup d'anxiété face à la maladie. De plus en plus que la maladie progresse, les mouvements involontaires se sont accentués en des mouvements incontrôlables, brusques et irréguliers de la tête, du cou, des bras et des jambes avec des distorsions, des tics et des spasmes. Sa coordination des mouvements était beaucoup plus altérée, ce qui a entraîné une difficulté à la marche avec des problèmes du langage et de déglutition. Mon père, à ce stade, se faisait souvent reprocher d'être en état d'ébriété dû à sa démarche, son manque d'équilibre et ses problèmes d'élocution. Il restait tout de même apte à accomplir des activités quotidiennes, mais il éprouvait de plus en plus de la difficulté à travailler et, par exemple, à faire les tâches ménagères. Lorsque mon père était au stade avancé de la maladie, ses mouvements involontaires se sont accentués pour amener ses membres à se raidir davantage, ce qui a contribué à une perte de sa dextérité manuelle. À ce stade, mon père a eu besoin d'une aide importante pour la plupart de ses activités de la vie quotidienne. Les soins ont été fournis à domicile pour un certain temps, mais ensuite, pour une aide supplémentaire, il a fallu le placer dans un établissement de soins de longue durée. Mon père a perdu énormément de poids par sa difficulté à avaler et il est décédé 18 ans après le déclenchement de la maladie en raison d'une pneumonie. En effet, le décès des personnes atteintes n'est pas causé par la maladie de Huntington, mais plutôt par des complications reliées à celle-ci, soit une suffocation, une embolie pulmonaire, une pneumonie ou toute autre infection. La maladie de Huntington est, comme mentionné précédemment, une maladie héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet de génération en génération. Le gène de la maladie se situe sur le chromosome 4 et c'est un gène qu'on qualifie de dominant. En effet, si un parent a le gène, l'enfant a 50% de chances de l'avoir et par le fait même de développer la maladie au cours de sa vie. Si l'enfant ne l'a pas, il ne sera jamais malade et ne pourra pas le transmettre à ses enfants. La maladie ne saute pas de génération. Je suis consciente d'avoir 50% de chances de développer la maladie, mais je ne veux pas faire le test prédictif principalement dû au fait qu'il n'y a aucun traitement possible. Je préfère vivre ma vie pleinement et au présent. Mais il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ça. Est-ce que je vais l'avoir ou est-ce que je ne l'aurai pas? C'est vraiment difficile. Puisque la maladie d'Huntington est une maladie génétique, il existe un test prédictif afin de déterminer si oui ou non une personne est porteuse du gène. On nomme test prédictif le test génétique fait chez les personnes à risque de développer la maladie, mais qui ne présentent aucun symptôme. Avant d'effectuer ce type de test, il faut d'abord que les personnes soient assez renseignées sur les impacts d'un tel test afin de pouvoir prendre une décision éclairée sur le sujet. En général, la majorité des gens préfèrent ne pas faire le test
puisqu'il n'existe toujours pas de traitement contre cette maladie. Pour l'émission, nous avons une invitée spéciale, le Dr Camille Morin, spécialiste dans les maladies neurodégénératives, qui nous expliquera davantage les causes physiologiques de la maladie. La maladie d'Huntington touche plusieurs parties du cerveau. L'endroit qui est principalement touché par la maladie est le striatum. Celui-ci regroupe le putamen et le noyau codé. En effet, cette maladie cause une mort sélective et massive des neurones épineux provoquant ainsi une atrophie du striatum. Cette partie du cerveau joue un rôle primordial dans le contrôle des mouvements volontaires ou automatiques. Lorsque la maladie évolue davantage, on constate une atteinte au niveau du cortex cérébral. Une atteinte au cortex peut entraîner des conséquences au niveau cognitif, tels que des troubles de mémoire et des praxies. Une atteinte au cortex cérébral peut aussi entraîner des symptômes psychiatriques. Le gène muté qui cause la maladie d'Huntington détient les informations pour la synthèse de la protéine Huntington. Cette protéine est ubiquitaire et on la retrouve plus précisément dans les neurones et dans les cellules gliales. Le mot ubiquitaire signifie qu'elle peut être présente dans tous les milieux cellulaires. D'ailleurs, au niveau cellulaire, on retrouve la protéine à plusieurs endroits dans la cellule, mais plus particulièrement dans le cytoplasme. À l'âge adulte, cette protéine est essentielle pour plusieurs fonctions cellulaires. La mutation du gène, qui survient lorsque le triplet CAG, qui est composé de cytosine, d'adénine et de guanine, est répété de façon excessive, 36 fois ou plus, à l'extrémité N-terminale de la protéine Huntington. Ainsi, la présence anormale d'une expansion de polyglutamine empêche le bon fonctionnement et modifie les interactions naturelles entre la Huntington et les autres protéines environnantes, car cette dernière forme des agrégats dans le noyau codé et dans le cortex cérébral. Donc les gens atteints de la maladie d'Huntington souffrent d'une dégénérescence neuronale car leurs neurones et leurs cellules gliales ne sont plus capables d'assurer leur propre survie. Maintenant, examinons ce qui se passe au niveau des circuits internes des ganglions de base. Dans ce schéma, les flèches rouges représentent une activité excitatrice, tandis que les flèches bleues représentent une activité inhibitrice. Pour un sujet sain, le striatum reçoit une projection afférente excitatrice du cortex cérébral. Puis, la substance noire compacte, aussi appelée SNC, modulera la réponse des neurones striataux en envoyant une petite quantité de dopamine. Ce relâchement peut avoir un effet excitateur ou inhibiteur au niveau des neurones striataux, dépendamment des récepteurs. Au niveau direct, les efférents GABAergiques des neurones striataux rejoignent les globes pallidum externes, aussi appelés GPE, les globes pallidum internes, aussi appelés GPI, et la substance noire réticulée, aussi appelée SNR, en les inhibant. Cette inhibition entraînera une désinhibition de l'activité thalamique. Ainsi, les neurones du thalamus peuvent répondre à des entrées excitatrices en envoyant des influx excitateurs au cortex cérébral. Au niveau indirect, un tout autre mécanisme se produit. Ainsi, la dopamine inhibera aussi les neurones striataux en se liant au récepteur des neurones épineux de taille moyenne, aussi appelés MSN. Cependant, l'efférent GABAergique des neurones striataux inhibera seulement le GPE. L'inhibition du GPE provoquera une désinhibition du noyau sous-thalamique, ce qui augmentera l'activité excitatrice présente sur le GPI et le SNR. Ainsi, cette augmentation d'activité entraînera une inhibition du thalamus qui diminuera une grande partie les influx excitateurs envoyés au cortex cérébral. Finalement, un bon fonctionnement des ganglions de base repose sur un équilibre constant entre les deux systèmes. Les neurones épineux de taille moyenne sont les premières structures à être touchées par la maladie. Il est donc fort probable de remarquer dans les premiers stades de la maladie une augmentation de l'inhibition créée par le GPE, rendant le STN hypoactif. Le GPI et les SNR auront donc une diminution de leur activité, ce qui entraînera une diminution de l'inhibition du thalamus. Ce déséquilibre entraîne une réponse excessive du thalamus pour toutes les entrées excitatrices et excite par lui-même davantage le cortex cérébral. C'est pour cette raison que les patients souffrant de la maladie Huntington sont atteints d'une activité motrice exagérée et désordonnée. Les gens qui sont atteints de la maladie d'Huntington ont une dégénérescence à leurs neurones striataux. Ainsi,
À un stade plus avancé de la maladie, ces neurones sont incapables de faire une inhibition normale sur les GPE, GPI et SNR. Finalement, c'est ce qui provoque le raidissement des membres. De façon générale, la personne atteinte de la maladie de Huntington aura recours à des médicaments qu'on appelle des psychotropes qui auront pour but d'atténuer les mouvements anormaux, les symptômes dépressifs, pour réguler l'humeur et pour bien d'autres symptômes. En plus des traitements médicamenteux, le patient aura recours à un suivi neurologique afin d'évaluer la maladie et de pouvoir mieux adapter les différentes thérapies. Il aura recours à un suivi orthophonique pour les difficultés de la parole, un suivi kinésithérapique pour les troubles moteurs occasionnés par la maladie, une prise en charge psychologique afin d'adapter la situation du patient et l'aider dans sa vie de tous les jours, et finalement un suivi en ergothérapie. En effet, l'ergothérapeute joue un rôle clé dans l'adaptation de la situation d'une personne atteinte de la maladie de Huntington, et ce, en évaluant la personne afin de l'aider à rester le plus fonctionnel et le plus autonome possible malgré les effets de cette maladie. J'ai grandement apprécié la présence de l'ergothérapeute qui a contribué à l'acceptation de la maladie chez mon père. Elle lui a permis de mieux supporter certains symptômes et elle lui a donné le goût de s'accrocher à la vie en rendant possible certaines de ses occupations. Merci d'avoir écouté notre émission et en espérant que vous en avez appris davantage sur qu'est-ce que la maladie de Huntington. Maintenant, le savez-vous?